Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans l'une des affaires les plus glaçantes de l'histoire criminelle américaine. Un homme au sourire peint, aux habits colorés, aux gestes de clown. Mais derrière les ballons et les anniversaires, un abîme. Celui de John Wayne Gacy. Entre sous-sol aménagé, disparition silencieuse et justice trop lente, cette histoire nous entraîne au cœur d'un cauchemar éveillé. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre réalité et légende. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Les enfants l'aimaient. Quand il surgissait dans les hôpitaux, son costume gonflé, sa perruque rougeâtre et son nez de clown trop gros, c'était comme un petit miracle dans la grisaille des couloirs. Il faisait des tours de magie, gonflait des ballons en forme de chien ou de girafe, et riait trop fort, comme s'il voulait faire oublier quelque chose. Il s'appelait Pogo. Pogo le clown. Et pourtant, sous le maquillage blanc, quelque chose clochait. Ce n'était pas visible au premier regard. John Wayne Gacy avait cette manière d'occuper l'espace, de sourire plus grand que tout le monde, de serrer les mains avec une poigne trop franche. Il avait un rire épais, un peu rauque. Il adorait plaisanter, surtout avec les garçons. Toujours un peu trop tactile. Toujours une blague à double sens, mais assez bien camouflée pour passer. C'est ça, l'horreur avec Gacy, il ne ressemblait pas à l'idée qu'on se fait d'un monstre. Marié. Patron de sa propre entreprise de BTP, PDM Contractor. Membre actif du Parti démocrate. Il recevait les voisins, organisait des barbecues, accrochait des décorations de Noël. Il avait même rencontré la première dame, Rosalind Carter, en 1978. Sur la photo, il sourit. Au revers de sa veste, une petite broche du service secret. Officiellement approuvée. Et pendant ce temps, sous les fondations de sa maison, les corps s'empilaient. Tout commence à Norwood Park, un quartier tranquille de Chicago, dans les années 1970. Gacy a acheté une modeste maison au 8213 West Semerdale Avenue. Un pavillon typique de la classe moyenne américaine. Façade en briques, jardin bien entretenu. Mais c'est la cave qui attire son attention. Très tôt, il se met à creuser. Il dit à sa femme que c'est pour drainer l'eau. En réalité, il installe un espace, un vide. Un endroit où la terre peut se refermer sur les secrets. Gacy, le bon citoyen, le mari exemplaire, a une routine. Le jour, il dirige des chantiers. La nuit, il ramène des garçons à la maison. Certains sont des fugueurs. D'autres, des jeunes qu'il recrute sous prétexte de leur offrir du travail. Il les charme. Il leur promet de l'argent. Parfois, il les drogue. Et toujours, il sourit. Un soir de 1972, un garçon disparaît. Puis un autre. Les disparitions sont d'abord ignorées. Trop pauvre. Trop jeune. Trop invisible. Et Gacy sait s'y prendre. Il parle bien, il est connu, il n'a pas l'air dangereux. Il installe un bureau dans sa maison. Il y fait passer des entretiens d'embauche. Il engage de jeunes hommes pour travailler dans sa boîte. Certains ne reviennent jamais. Quand on pose des questions, il hausse les épaules, ils sont partis sans prévenir. Vous savez comment ils sont, les jeunes. Il joue à la perfection son double rôle. Mari fidèle en apparence, bourreau de l'ombre en secret. Il enferme. Il viole. Il tue. Toujours dans la cave. Toujours sous les pieds de ceux qui pensent encore qu'il est un homme bien. Ce qui dérange chez John Wayne Gacy, c'est cette normalité apparente. Il n'est pas un tueur sanguinaire qui rôde dans la nuit. Il n'est pas un ermite aux yeux fous. Il est vous, moi, votre voisin. Il distribue des ballons aux enfants malades, puis il va enterrer un corps le soir même. Il vend des croissants à la fête du quartier et le lendemain, il recrute sa prochaine victime. Ce premier chapitre n'est pas là pour raconter un meurtre. Il est là pour poser la question essentielle, comment peut-on ne rien voir? Comment un homme peut-il sourire à un enfant le matin, puis lui briser la nuque le soir? Comment le maquillage de clown peut-il dissimuler autant de noirceur? Comment la société peut-elle accepter un monstre dans ses bras, l'inviter à table, rire à ses blagues, pendant que, dans la maison d'à côté, la mort s'empile sous le plancher? John Wayne Gacy est l'incarnation du cauchemar américain. Pas le croque-mitaine.
Pas le tueur de film. Non. Pire. Le monstre intégré. Celui qui vote. Celui qui travaille. Celui qu'on salue en allant chercher son courrier. Et dans ses yeux pourtant souvent rieurs, presque joyeux, où il y avait ce quelque chose de flou, d'absent. Un trou noir dans une pupille. Comme si Pogo le clown avait mangé l'homme. Et qu'il ne restait qu'un masque, trop bien collé à la peau. Bien avant les ballons, bien avant la cave, bien avant Pogo le clown, il y avait un garçon. Un petit garçon rondouillard, avec une raie de côté trop tirée et des habits toujours un peu trop grands. Il s'appelait John Wayne Gacy Jr., et il vivait dans une maison où la peur s'invitait à table tous les soirs. Son père, John Senior, vétéran de la guerre, amateur de whisky bon marché et d'humiliation gratuite, régnait sur le foyer comme sur une caserne, poing levé, gueule rugissante. John Jr. n'était jamais assez homme. Pas assez fort. Pas assez dur. Pas assez normal. Chaque larme était une trahison. Chaque regard fuyant, une provocation. Et chaque tentative pour plaire à ce père impossible se terminait dans le même silence, celui de la déception. Quand il tentait d'aider, il se faisait gifler. Quand il réussissait quelque chose, on lui crachait que c'était un coup de chance. Et quand il pleurait, il devenait une tapette. Le mot revenait comme un mantra venimeux dans la bouche de John Sir, comme une prophétie qu'il assénait avec son poing ou sa ceinture. Gacy grandit donc avec cette idée gravée dans la peau. Être soi est une faute. Il faut mentir. Il faut séduire. Il faut cacher. À l'école, il était maladroit, souvent malade, et victime de moqueries. Il développait de mystérieux malaises, des pertes de conscience. On parlait de crise, d'hystérie. Mais personne ne creusait trop. Après tout, il souriait, ce gamin. Il souriait tout le temps. Trop, même. À 12 ans, il fut hospitalisé plusieurs mois pour un problème cardiaque non diagnostiqué. Certains pensent aujourd'hui qu'il cherchait juste un peu de calme. Un peu d'attention. Un répit loin du tonnerre paternel. Il dira plus tard que ses séjours à l'hôpital furent parmi les moments les plus apaisants de sa jeunesse. Un lit propre. Des infirmières gentilles. Et surtout, pas de cris. Pas de poids. L'adolescence fut une fuite permanente. Fuite de lui-même. Fuite de son corps. Fuite de ses désirs, qu'il ne comprenait pas ou qu'il comprenait trop bien. Gacy savait qu'il était attiré par les garçons. Il le savait très tôt. Mais comment l'accepter dans une maison où l'homosexualité était synonyme de déshonneur, de tabou, de châtiment? Alors, il fit ce qu'il avait appris à faire, il devint ce qu'on attendait de lui. Il jouait les garçons modèles. Il faisait semblant d'aimer les filles. Il s'inventait des conquêtes. Et il construisait, petit à petit, ce personnage, John Wayne Gacy, l'homme jovial, le bon vivant, le gars fiable. Il portait ce masque avec application. Mais derrière, le besoin de contrôle grandissait. Un besoin viscéral. Contrôler son image. Contrôler les autres. Être admiré. Obéi. Vénéré. Il ne voulait pas seulement être aimé. Il voulait qu'on lui appartienne. À 22 ans, il s'enfuit du foyer. Direction Las Vegas. Il bosse dans une morgue. Là, dans le silence réfrigéré des cadavres, il découvre une drôle de fascination. Il l'avouera plus tard à demi-mot, une nuit, il s'est glissé dans un cercueil. Il s'est allongé contre un jeune corps mort. Il a fermé les yeux. Et il s'est senti bien. Pas d'odeur, pas de cri. Juste le froid. Et le pouvoir. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Pas encore. Mais le germe était là. Le lien entre mort et désir venait d'être semé. Quand il revient à Chicago, Gacy s'insère parfaitement dans le moule américain. Il se marie avec une jeune femme issue d'une bonne famille. Il travaille avec le père de celle-ci. Il ouvre un fast-food. Il porte la cravate. Il vote. Il sourit. Mais à l'intérieur, le vide s'élargit. Le masque devient plus épais. Les pulsions remontent, de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Il commence à fréquenter de jeunes garçons. Il les attire sous prétexte de leur proposer du travail. Parfois, il les touche. Parfois, il va plus loin. En 1968,
il est arrêté pour avoir agressé sexuellement 2 adolescents. Il nie, bien sûr. Il dit que les garçons mentent. Il embobine la police. Mais les preuves sont trop fortes. Il est condamné à 10 ans de prison. C'est là, en prison, que Gacy fait son premier reset. Il devient un détenu modèle. Il organise des spectacles. Il gère la bibliothèque. Il suit une thérapie. Il dit avoir changé. En moins de 2 ans, il obtient une libération anticipée pour bonne conduite. Il sort. Il retourne dans le monde libre. Et personne ne l'empêche de reconstruire sa vie. Quand il emménage à Norwood Park, dans cette maison tranquille avec sa nouvelle femme, il enterre bien plus qu'un passé judiciaire, il enterre une vérité. Le garçon sous l'orage a appris à se camoufler dans les éclairs. À se fondre dans la lumière. À faire peur, mais sans que ça se voie. Et à partir de là, Gacy ne sera plus jamais simplement un homme. Il deviendra un orage en marche. Un nuage de sang sous les couleurs vives du clown. Avant les fosses. Avant les corps. Avant l'odeur persistante de la mort, il y eut d'abord des silences. Petits, sournois, enveloppés dans des sourires. John Wayne Gacy savait qu'il était un homme charmant. Il le voyait dans les regards confiants, les poignées de main fermes, les sourires polis des voisins. Il savait aussi qu'il inspirait la confiance. Propriétaire d'entreprise, mari respectable, impliqué dans la communauté. Il organisait des soirées, faisait des tours de magie pour les enfants, prêtait sa camionnette aux copains du coin. Et sous ce vernis, il écoutait les pulsions, ces bruits de fond qu'il avait appris à ne plus craindre. Parce qu'il avait compris une chose simple et terrible, les masques fonctionnent. Sa première condamnation, en 1968, aurait pu être un tournant. 10 ans pour avoir attiré un adolescent chez lui, l'avoir saoulé, puis agressé sexuellement. Le verdict est sans ambiguïté. Mais en prison, Gacy se comporte en élève modèle. Il organise des spectacles, distribue des repas, joue les médiateurs. Il se reconstruit une image, il prépare sa prochaine vie. Libéré au bout de 18 mois à peine, il ne perd pas de temps. Il revient dans l'Illinois. Change de cercle. Se remarie. Rachète une maison. Monte sa propre société de travaux publics, PDM Contractor. Une façade parfaite pour un homme en quête de jeunes employés, de préférence seul, en rupture, sans proche pour poser des questions. Les années 70 deviennent pour Gacy un terrain de jeu. Il recrute des adolescents dans les stations-service, dans les rues, parfois même à la sortie des lycées. Il leur promet un job. Quelques dollars. Parfois un endroit où dormir. Il sourit, plaisante. Les garçons montent dans sa voiture sans méfiance. Beaucoup ne redescendront jamais. Mais à ce moment-là, il ne tue pas encore. Pas toujours. Il teste. Il joue. Il ligote. Il menace. Il agresse. Et s'il va trop loin? Il s'excuse. Il pleure. Il dit qu'il a bu. Que ce n'est pas lui. Que ça ne recommencera plus. Et parfois, il offre même de l'argent pour acheter le silence. Et la justice, elle, fait quoi? Elle ferme les yeux. Ou plutôt, elle détourne le regard. Un jeune homme accuse Gacy d'agression? L'affaire est classée. Un autre disparaît? Il a fugué. Un voisin parle de bruits étranges, de cris dans la nuit? C'est sûrement les jeux du clown. Gacy prend des notes mentales. Il apprend. Si tu souris assez, si tu paies assez, si tu mens assez bien, tu deviens invisible. Et plus il devient invisible, plus il devient dangereux. Ses relations se délient. Sa deuxième femme le quitte, épuisée par les absences, les rumeurs, les odeurs nauséabondes qui émanent parfois du sous-sol. Le sous-sol. Sa zone de contrôle. Son royaume. Les fondations de sa maison deviennent les fondations de son délire. Gacy installe des cadenas. Des serrures. Des chaînes. Et surtout, il commence à creuser. D'abord, un petit trou. Puis 2. Puis des rangées entières. Il les appelle ses tranchées de drainage. Mais il n'y a rien à drainer, à part les cris étouffés. Pendant ce temps, les autorités continuent de regarder ailleurs. Dans les années 1970, Chicago est une ville en mutation, gangrenée par la corruption, la surpopulation,
et une forme d'indifférence institutionnelle. Les jeunes qui disparaissent sont souvent des fugueurs, des marginaux, des adolescents jetés hors de chez eux à cause de leur sexualité, de leurs problèmes de comportement ou simplement parce qu'ils étaient de trop. Et dans cet entre-deux, Gassi prospère. Il se déguise en clown pour distraire les enfants à l'hôpital. Et le soir, il étrangle des adolescents dans sa cave. Le même homme. Le même sourire. La même ville. Un policier dira plus tard. Il ne faisait pas que cacher des corps. Il cachait une vérité que personne ne voulait voir. Parce qu'au fond, c'était plus confortable ainsi. Les agressions se multiplient. Les signalements aussi. Mais les plaintes se perdent. Les témoignages ne collent pas. Et Gassi continue de s'expliquer, toujours plus habile, toujours plus convaincant. Il commence même à jouer un autre jeu, celui de l'intimidation. Certains survivants osent parler. Il les menace. Il les suit. Il leur glisse des mots inquiétants, comme un serpent sifflant à l'oreille d'une proie déjà mordue. Mais il ne tue pas encore systématiquement. Il garde ça pour plus tard. Quand il sera prêt. Quand il n'y aura plus aucune limite. Les dérapages sont lents. Mais ils sont constants. Et derrière chaque sourire, chaque poignée de main, chaque costume de clown, le masque se fissure. Petit à petit. Craquement après craquement. Le monstre approche. 8213, Ouest Semerdale Avenue. Une maison de plain-pied, au crépi banal, posée dans une rue calme de Norwood Park, en périphérie de Chicago. Le genre d'endroit où l'on tond la pelouse le dimanche, où les gamins font du vélo, et où les voisins se saluent sans vraiment se connaître. John Wayne Gacy, lui, s'y installe seul. Et ce n'est pas un hasard. Dans les premiers mois, il fait des travaux. Rien d'inhabituel. Il aménage, repeint, modifie un peu la structure. Il renforce certaines portes. Il ajoute un verrou ici, un loquet là. Mais surtout, il passe beaucoup de temps au sous-sol. Il commence à y descendre de plus en plus souvent. Parfois la nuit. Parfois en plein jour. Parfois il creuse. Parfois il observe. Le sol est en terre battue. Instable. Malléable. Parfait. Il trace des lignes. Il mesure. Il prévoit. Il a un plan. Pas un coup de folie. Pas un dérapage impulsif. Un plan. Structuré. Froid. Il veut des tranchées. Des couloirs. Des zones d'enterrement. Et pour justifier tout ça, rien de plus simple, il parle de tuyaux bouchés, d'humidité à évacuer, de problèmes de fondation. Et les rares amis ou employés qu'il autorise à descendre, ne voient qu'un sol sale, des pelles, et parfois, une odeur étrange. De la moisissure, dit-il. Des rats morts, sûrement. Personne n'insiste. À l'étage, la vie suit son cours. Gacy travaille, sort avec des connaissances, boit parfois un verre avec ses collègues. Il sourit toujours autant. Il blague. Il se déguise en clown pour les hôpitaux. Mais à la nuit tombée, les rires se taisent. Il part en chasse. Les victimes n'ont pas de profil type. Parfois, ce sont des jeunes embauchés par son entreprise. D'autres fois, de simples garçons croisés dans une rue sombre. Il leur promet de l'argent, un repas, un toit pour la nuit. Il parle bien, Gacy. Il charme, il rassure. Puis vient le tour de magie. Celui qu'il a perfectionné. Il appelle ça le tour des menottes. Il propose un jeu. Il montre les menottes, les passe à ses poignets. En riant, il en sort les clés, cachées derrière son dos. Il libère ses mains comme par magie. Puis il demande à sa victime d'essayer. Et là, la clé n'est plus dans le jeu. Une fois les poignets bloqués, tout s'accélère. Ligotage. Bâillon. Intimidation. Et le pire. Parfois sur le canapé. Parfois directement dans la cave. Quand il a fini, il ne parle pas. Il ne s'excuse pas. Il descend. Sous la maison, il creuse un peu plus. Et il enterre. Gacy utilise de la chaux pour masquer les odeurs. Il emballe certains corps dans du plastique. D'autres sont simplement enfouis à même le sol. Il commence à créer des schémas mentaux, des zones, des rangées, des noms qu'il oublie presque aussitôt. Car pour lui, ces garçons ne sont pas des personnes. Ils sont des éléments.
des absences. Un jour, un de ses employés lui demande pourquoi il y a une zone de terre fraîche, creusée à peine la veille. Gassi le regarde. Il sourit. C'est pour un futur projet. Je planifie en avance. L'odeur devient un problème. Les voisins s'en plaignent. Certains pensent à une fuite de gaz, d'autres à un problème de canalisation. On appelle un inspecteur. Mais avant qu'il n'arrive, Gassi étale de la chaux vive, pose des feuilles de plastique, vaporise du désinfectant à grande dose. Et quand on vient frapper à sa porte, il rit. Vous avez déjà senti un égout bouché, monsieur? C'est Chicago, pas la campagne ici. Et l'inspecteur repart. Encore une fois. Il fait chaud cet été-là. Et sous le sol, l'enfer bouillonne. Au fil des mois, Gassi devient plus confiant. Presque négligent. Il tue plus souvent. Il planifie moins. Il laisse parfois des objets. Des vêtements. Des photos. Mais les autorités ne voient rien. Personne ne creuse. Sauf lui. Il dira plus tard, à demi-mot. La maison était vivante. Elle respirait avec moi. Elle gardait mes secrets. Un employé, un jour, remarque qu'il manque une truelle. Un autre demande ce qu'est cette grosse tache au sol. Personne ne relie les points. Et ceux qui s'approchent trop, ne réapparaissent pas. La maison devient un mausolée. Un tombeau souterrain. Et chaque rire que pousse Gassi à l'extérieur semble recouvrir un cri étouffé, un appel au secours jamais entendu. Les murs sont trop épais. Le silence, trop profond. Mais même les murs les mieux bâtis finissent par se fissurer. Et bientôt, la première faille va apparaître. Une disparition qui ne passera pas inaperçue. Un parent qui ne lâchera pas l'affaire. Un nom. Un signal. Et derrière le masque, le monstre commence à trembler. Un matin, dans le calme anonyme de sa salle de bain, John Wayne Gacy se regarde dans le miroir. Il saisit un petit pot de peinture blanche, une brosse, un chiffon déjà taché de rouge. Il commence à se maquiller. D'abord la base, pâle comme la mort. Ensuite, les cercles noirs sous les yeux. Puis le rouge. Celui du sourire. Un sourire qui monte trop haut, qui frôle les tempes, qui tire la peau. Et il devient Pogo. Pogo le clown. Clown bénévole. Clown bienfaiteur. Clown du dimanche. Clown préféré des enfants malades, des fêtes de quartier, des parades de banlieue. Il se donne corps et âme au personnage. Il crée même une routine, ballon sculpté, blague potache, tour de cartes. Il imite la voix d'un gamin espiègle, adopte une démarche sautillante. Pogo parle à tout le monde. Il adore faire rire. Mais il ne rit jamais vraiment. Quand je suis Pogo, les gens ne voient pas l'homme. Ils voient le personnage. Et ça, c'est parfait. Il peint ce qu'il ne peut pas dire. Il cache ce qu'il ne peut pas contrôler. Et sous le maquillage, il étouffe tout ce qui déborde. Le costume devient un sanctuaire. Un camouflage. Un prétexte. Certains le trouvent étrange. Les traits trop tirés. Le maquillage trop agressif. Même les autres clowns le disent. Un vrai clown arrondit ses formes. Les pointes, c'est trop dérangeant pour les enfants. Mais Gacy s'en moque. Il veut marquer. Imprimer son masque dans la mémoire des autres. Il ne cherche pas à rassurer. Il veut hypnotiser. Dans son garage, il range soigneusement ses perruques, ses godasses géantes, ses nez rouges. Il a un bac à part pour les ballons et un autre pour les cordes. Tout est organisé. Mais dans un tiroir, caché sous les foulards multicolores, il garde autre chose, un couteau papillon. Juste au cas où. Quand il enfile la combinaison bariolée et le chapeau à pompons, il devient invulnérable. Intouchable. Personne ne soupçonne le clown. Personne ne fouille la malle du gentil monsieur qui amuse les enfants. Et ça le rend encore plus dangereux. Un jour, à l'hôpital pour enfants, il fait une blague à une infirmière. Il mime l'étranglement. Elle rit, un peu gênée. Il insiste. Il approche trop. Elle recule. C'était juste pour rire, dit-il, sourire figé. Mais dans ses yeux, il n'y a plus rien. Juste un vide tendu comme un ressort. Pogo devient un rituel. Il ne tue pas en clown. Mais il se réinvente grâce à lui. Comme si les morts en bas de chez lui étaient équilibrés par les sourires en haut.
Un rictus pour un silence. Un ballon pour un cadavre. Les enfants, eux, ne voient rien. Ils rient. Ils l'applaudissent. Ils s'attachent à lui. Et parfois, il en repère. Un sourire discret. Un garçon timide. Un regard égaré. Tu veux voir un tour? Viens après le spectacle. À Norwood Park, on dit que Gacy a bon cœur. Il donne du temps. Il s'engage. Il anime les barbecues. Et ceux qui l'ont vu en clown? Ils ont vu un homme généreux. Sympathique. Presque attendrissant. Mais ils n'ont pas vu les fissures sous la peinture. Dans le sous-sol, les masques sont rangés. Mais les cris résonnent encore. Et dans la chambre, parfois, il se regarde encore grimé. Juste lui. Et Pogo. Et ce sourire qui ne veut plus s'effacer. Le costume est devenu une seconde peau. Et la peau, un camouflage pour le monstre. Dans les rues grises de Chicago, les petites annonces semblaient banales. Cherche jeunes hommes pour travail flexible. Bon salaire. Possibilité d'évolution. Un numéro de téléphone griffonné, une adresse floue. Et toujours la même promesse, rapide, facile, bien payé. À 8213 West Semerdale Avenue, la porte s'ouvrait avec un sourire. Un homme en surpoids, affable, costume mal ajusté, cravate rayée. Il serrait les mains avec l'énergie d'un commercial de foire. Il faisait des blagues. Il disait s'appeler John. Parfois même Pogo. Il parlait de sa société de construction, la PDM Contractor. Une entreprise de rénovation, une success story locale. Il embauchait des adolescents paumés, souvent des fugueurs, des gamins des quartiers pauvres. Des jeunes qui n'avaient plus de repères, plus d'adultes pour veiller sur eux. Il leur proposait de la peinture, du montage de cloisons, de la démolition. Quelques dollars à la fin de la journée. Parfois un hamburger, parfois une bière, et un sourire. Toujours. Mais certains ne revenaient jamais. Disparition sans écho. Au commissariat de Des Plaines, les plaintes s'empilaient. Discrètes. Silencieuses. Des parents qui venaient signaler un fils disparu. Un adolescent qu'on n'avait plus vu depuis qu'il était parti bosser chez ce type du coin. Mais les jeunes hommes avaient souvent un profil à problème. Fugueurs, rebelles, drogués occasionnels. Alors on haussait les épaules. On classait l'affaire. John, lui, continuait à embaucher. Il recrutait à la sortie des lycées, dans les stations-service, dans les gares routières. Il repérait les visages perdus, les yeux fatigués, les vêtements élimés. Il connaissait la misère, et il savait comment parler à ceux qu'elle avait déformés. Il leur tendait un billet, un job, une promesse. Et une fois à l'intérieur, la porte se refermait. Les témoignages qu'on n'a pas écoutés. Il y en a eu. Des garçons qui sont revenus. Des survivants, sans qu'on le sache encore. Ils disaient tous à peu près la même chose. Que Gacy était bizarre. Qu'il parlait d'une manière étrange. Qu'il faisait des jeux. Des trucs avec des menottes. Des tours de magie qui devenaient de plus en plus dérangeants. L'un d'eux, épouvanté, raconta que John lui avait passé les poignets dans des menottes pour rire, avant de chuchoter. Tu vois? Maintenant, seul le maître des clés décide. Il avait réussi à s'échapper. En courant, en criant, sans se retourner. Mais quand il raconta son histoire, on le prit pour un ado instable. Une crise d'ado, un délire paranoïaque. Personne ne se disait qu'il venait peut-être d'échapper à la mort. Personne ne se doutait qu'au moment où il parlait, d'autres, dans le sous-sol de Gacy, attendaient déjà leur dernier souffle. L'atelier devient cimetière. Le garage de Gacy était en désordre permanent. Outils rouillés, taches au sol, cartons empilés. Mais le vrai chaos se trouvait sous la maison. La cave, au début, n'était qu'un espace vide. Puis, elle devint un lieu de stockage. Puis, un lieu de rituel. À mesure que les corps s'accumulaient, Gacy organisait. Il creusait des tranchées. Il jetait de la chaux vive. Il couvrait de terre. Et recommençait. Il appelait ça, son petit cimetière privé. Avec une fierté morbide. Comme si chaque victime venait cimenter sa légende. PDM Contractor, l'entreprise écran. PDM devenait florissante. Les chantiers s'enchaînaient. Les voisins le saluaient.
Les clients le recommandaient. Mais PDM n'était qu'un paravent. Un moyen de recruter. D'approcher sans effrayer. Gassi contrôlait tout, le discours, le rythme, les apparences. Il savait quand être charmant. Quand hausser le ton. Quand faire disparaître. Il s'était forgé une vie sociale parfaite, à la surface. Et un royaume d'ombre en dessous. Et les garçons? Ils passaient. Certains avaient des prénoms oubliés. D'autres, des photos jamais retrouvées. Parfois, une chaussure. Un bracelet. Un ticket de bus froissé. Ils ne laissaient pas grand-chose derrière eux. Ils étaient trop jeunes. Trop seuls. Trop peu pris au sérieux. Et pendant ce temps, Gassi, lui, continuait d'organiser des barbecues. À quelques mètres du sol où il les avait enterrés. Un chapitre écrit dans la poussière. Ce n'est qu'années plus tard que les familles découvriront l'horreur. Mais à ce stade, en 1975, Gassi a compris une chose fondamentale. Tant que tu souris, on ne te regarde pas sous la surface. Les garçons de passage, eux, n'avaient pas eu cette chance. Ils avaient cru au sourire. Ils avaient cru au travail. Ils avaient cru au clown. Et ils sont tombés. Menottes. Astuces. Terreur. Ils ne changeaient presque jamais de méthode. Ils n'avaient pas besoin d'innover. Ils avaient trouvé ce qui marchait. Et ça commençait toujours pareil. Un garçon. Un sourire. Une promesse. Ensuite, le show. Le numéro du magicien. Il sortait les menottes avec un air joueur, presque paternel. T'as déjà vu ce tour? Il les claquait doucement devant les yeux du garçon. Il les faisait tourner entre ses doigts. Regarde bien. Je vais me passer les poignets et hop, je m'en sors. Les adolescents riaient, gênés. Mais ils le laissaient faire. Parce que c'était juste un jeu. Puis venait le moment de bascule. À ton tour maintenant. Le garçon hésitait. Mais Gassi insistait. Il rassurait. Il parlait vite, avec chaleur. Il prenait la place. Et dès que les poignets étaient attachés. Tu vois? Le secret, c'est que toi, t'as pas la clé. Et à partir de là, il ne riait plus. Il devenait une autre personne. Le regard changeait. La voix se faisait rauque, tranchante. Il frappait. Il étranglait. Parfois, il étouffait lentement, avec méthode. Il regardait les visages se tordre. Il étudiait la peur. Il humiliait. Il traînait les corps. Il murmurait à leurs oreilles. Des choses que seuls les morts entendent encore. Et une fois le corps sans vie, il enfilait des gants. Il descendait au sous-sol. Il avait déjà creusé la veille. Un trou, une pelle, une bâche. Routine. Il recouvrait de chaud. Et il remontait. Il allumait la télé. Il ouvrait une bière. Et il attendait le suivant. Les objets de pouvoir. Gassi n'avait pas besoin d'armes à feu. Il préférait les objets du quotidien. Les menottes, surtout. Mais aussi les cordes. Les foulards. Les ceintures. Tout ce qui pouvait passer pour un accessoire inoffensif, jusqu'au moment où il ne l'était plus. Il appelait ça ses outils de persuasion. Certains pensent qu'il ne voulait pas juste tuer. Il voulait contrôler. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier regard. L'illusion du consentement. Il disait toujours que ses victimes étaient venues volontairement. Que personne ne se débattait vraiment. Que c'était entre hommes. Des expériences. Des jeux. De l'exploration. Il adorait semer le doute. C'était son sport préféré. Il voulait faire croire que les garçons étaient responsables de leur sort. Qu'ils étaient faibles. Curieux. Naïfs. Et que lui, il n'avait fait que répondre à une envie. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. Mais c'est ce qu'il disait. Et ce que certains ont voulu croire. Un masque pour chaque moment. La force de Gassi, ce n'était pas son gabarit. C'était son caméléon intérieur. Il pouvait être le patron gentil. Le clown maladroit. Le copain protecteur. Et 5 minutes plus tard, le bourreau sadique. Il s'était construit une technique complète. Une stratégie d'abattage. Planifiée. Répétée. Perfectionnée. Chaque geste comptait. Chaque sourire. Chaque phrase.
Il voulait que sa victime soit désarmée psychologiquement bien avant de l'être physiquement. Et ça marchait. Encore et encore. La répétition comme rituel. Il ne tuait pas par pulsion soudaine. Il tuait parce que ça faisait partie du programme. Un emploi du temps. Un rythme. Presque une organisation industrielle. Quand le sol du sous-sol était trop rempli, il déplaçait les corps dans le vide sanitaire. Il élargissait les tranchées. Il pensait à long terme. Il planifiait son horreur comme un chantier. Et entre deux meurtres, il peignait son visage. Il redevenait pogo. Il faisait rire les enfants. Il jouait aux cartes avec ses voisins. Il allait dîner avec des élus locaux. La double vie. La façade. Le gouffre. Et personne ne voyait rien. Les regrets? Aucun. Plus tard, il dira n'avoir aucun remords. Aucune empathie. Juste une obsession de ne pas se faire prendre. Et si la technique Gacy a fonctionné si longtemps? C'est parce que tout le monde a regardé ailleurs. Les menottes n'étaient pas cachées. Les appels au secours ont existé. Les disparitions étaient connues. Mais son masque de citoyen modèle tenait bon. Et ses tours de magie, eux, continuaient. Au début, ce n'était qu'une odeur. Forte. Lourde. Persistante. Quelque chose entre la viande avariée et la terre mouillée. Elle remontait des bouches d'aération. Elle flottait dans les couloirs. Elle s'accrochait aux vêtements. Aux murs. Aux souvenirs. Mais Gacy, toujours lui, avait une explication prête. Un rat crevé dans les tuyaux. La plomberie de cette baraque est un cauchemar. J'ai dû faire des travaux. Une fuite d'égout. Rien de grave. Il disait ça avec son sourire habituel. Celui qui avait du dentifrice, de la bière, et un peu de sang sur les bords. Un jour, un voisin demande. Ça sent quoi chez toi, John? On dirait, un truc mort. Gacy rit. Tape dans le dos. Il raconte une anecdote sur un opossum coincé dans le vide sanitaire. Et ça suffit. Parce que qui irait soupçonner Pogo le clown? Celui qui anime les fêtes des enfants? Celui qui offre des sodas aux ados du quartier? Celui qui dit bonjour tous les matins? Alors les gens ferment les fenêtres. Ils allument des bougies parfumées. Ils parlent entre eux, mais pas à la police. La maison de Norwood Park devient un piège à secret. Les murs absorbent les cris étouffés. Le sol cache les corps, comme des pages déchirées qu'on a glissées sous le tapis. Et petit à petit, la maison prend l'odeur de la mort. Les moquettes s'imprègnent. Les planchers grincent différemment. Même l'air semble plus lourd, plus dense. Une chape invisible recouvre l'endroit. Et personne n'ose vraiment regarder dessous. Gacy le sait. Il sent que ça inquiète. Mais il maîtrise l'art du détournement. Il invite ses voisins pour un barbecue. Il offre des bières. Il rigole fort. Il évoque les travaux qu'il prévoit, refaire la fosse, changer les canalisations. Et quand on reparle de l'odeur, il lève les yeux au ciel. Ouais, je sais. Je vais m'en occuper. Et on le croit. Parce que le mensonge, quand il est enrobé d'amabilité, est plus facile à avaler. Plus tard, quand tout sera découvert, des enquêteurs diront, on aurait dû comprendre. Une telle odeur, ça ne peut pas venir d'un simple égout. Mais à l'époque, personne ne veut savoir. Parce que savoir, c'est devoir agir. Et agir contre un homme poli, impliqué, affable, contre un clown, un type qui paie ses impôts, qui offre des cadeaux aux flics, qui serre les mains des notables. Non. Mieux vaut laisser les murs suer. Mieux vaut attendre que l'odeur disparaisse. Mais elle ne disparaît pas. À chaque victime, le sous-sol se referme un peu plus. Gacy tasse les corps. Il enterre en couches. Il empile les cadavres comme d'autres rangent des cartons. Et la chaux vive ne suffit plus à masquer. Même lui commence à tousser, parfois. Il ouvre les fenêtres. Il installe des ventilateurs. Il fait brûler de l'encens. Mais la mort n'aime pas être couverte. Elle s'infiltre. Elle griffe les murs. Elle colle aux rideaux. Et malgré tout, il continue. Certains visiteurs, en entrant, reculent d'un pas. T'as un truc qui est mort là-dedans ou quoi? Il sourit. Encore? Toujours. Ouais, faut vraiment que je m'occupe de ces foutus tuyaux. Et ça passe?
Encore. Jusqu'à ce que l'odeur devienne un hurlement. Mais le hurlement n'est pas encore écouté. Il s'appelait Robert Donnelly. Il avait 18 ans. Et contrairement aux autres, il est ressorti vivant. Pas entier. Pas indemne. Mais vivant. C'était un soir comme un autre. Gacy, toujours avec sa routine bien huilée. Un sourire amical. Une offre d'emploi. Un trajet en voiture. Une promesse d'argent facile. Puis, le ton qui change. Les portes qui se verrouillent. Les menottes. Le silence. Et la douleur. Longue. Méthodique. Inhumaine. Robert pense qu'il va mourir, comme tant d'autres avant lui. Mais il ne meurt pas. Il ne sait pas pourquoi Gacy a flanché. Peut-être un moment de faiblesse. Peut-être que parler soulageait le monstre. Peut-être qu'il voulait simplement tester sa toute-puissance. Quoi qu'il en soit, Robert est relâché. Jeté quelque part, avec le goût du sang et de la peur dans la gorge. Mais cette fois, quelqu'un parle. Robert raconte. Aux policiers. Aux médecins. À sa famille. Il décrit tout, la maison, les menottes, les viols, les menaces, la voix calme et glaçante de Gacy. Mais on l'écoute avec incrédulité. Qui accuserait John Wayne Gacy, entrepreneur local, animateur de fêtes, ami de politiciens? T'es sûr que t'inventes pas un peu, fiston? Tu étais pas drogué, par hasard? Le doute s'installe. Et le monstre rit dans l'ombre. Mais cette fois, le doute persiste. Un inspecteur note. Un autre recoupe. Une plainte qui s'ajoute à d'autres. Des disparitions, des ados jamais revus. Une odeur dans les murs. Alors la police commence à regarder. Pas encore à creuser. Mais à observer. À surveiller. Gacy sent que quelque chose a changé. Il devient nerveux. Moins soigné. Il boit davantage. Il dort mal. Il parle seul. La peur commence à tourner. Elle change de camp. Et lui, le prédateur, devient la proie. Il continue malgré tout. Encore des garçons. Encore des horreurs. Mais son masque se fissure. Il oublie des choses. Il laisse traîner des noms. Il fait des erreurs. Et la police, lentement, resserre l'étau. Le garçon qui revint a ouvert la porte. Pas celle de la maison. Celle du doute, de la peur inverse, de la vérité. Il ne savait pas encore qu'il avait réveillé les morts sous les planches. Mais bientôt, très bientôt, la maison parlerait. Il s'appelait Robert Piest. 15 ans. Sourire timide. Yeux vifs. Un gamin comme tant d'autres. Mais ce soir-là, il est le dernier à entrer dans la tanière du loup. Le 11 décembre 1978. Robert sort quelques minutes du drugstore où il travaille. Un entrepreneur local lui a parlé d'un petit boulot. Quelques dollars à gagner pour Noël. Facile. Rapide. Il dit à sa mère. Je reviens dans 10 minutes. Il ne reviendra jamais. Elisabeth Piest n'est pas du genre à se taire. Quand son fils ne réapparaît pas, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle le sait, viscéralement. Elle harcèle les policiers, insiste, pleure, hurle, exige. Elle refuse les silences, les phrases creuses, les promesses molles. Il m'a dit qu'il allait voir un certain John Gacy. Ce nom, pour la première fois, entre dans les dossiers. La police interroge Gacy. Sympathique, confiant, blagueur. J'étais occupé ce soir-là. Je connais pas ce gamin. Vous perdez votre temps. Mais quelque chose cloche. Un dossier réapparaît, condamnation pour agression sexuelle, 10 ans plus tôt. Et d'autres noms, d'autres garçons. Disparus eux aussi. L'enquête s'accélère. On fouille. On surveille. Mandat de perquisition. Et là, les premières preuves. Une bague gravée au nom d'un autre adolescent disparu. Des traces d'odeur suspectes. Une voiture qui ne devrait pas être là. Le doute devient certitude. Le masque glisse. Gacy le sent. Il devient erratique. Il boit. Il se confie à des amis. Il parle de choses horribles, de corps, de trop de secrets. Un jour, il s'effondre. Il avoue à un ami. Il y en a des dizaines, là-dessous. 21 décembre 1978.
Gacy est placé en garde à vue. Pas encore pour meurtre. Mais le fil est tiré. Et derrière ce fil, il y a la maison. Et sous la maison, la vérité. Elisabeth Piest n'a pas retrouvé son fils vivant. Mais elle l'a retrouvé. Et grâce à elle, d'autres mères auront un nom, un lieu, un deuil possible. Le combat d'une mère a fait tomber un monstre. La nuit est froide. Les gyrophares teintent les murs de rouge et de bleu. Au 8213 Ouest Semerdel Avenue, à Norwood Park, le calme s'apprête à mourir. 21 décembre 1978. Le mandat est signé. Les policiers entrent dans la maison de John Wayne Gacy. À première vue, rien. Tout est propre. Rangé. Presque banal. Mais l'odeur? Une puanteur dense. Aigre. Organique. Quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Il doit y avoir un rat mort sous le plancher. Dit Gacy, encore libre, encore souriant. Mais les agents ne rient plus. Dans un coin du salon, une trappe. Quelques lattes de bois clouées à la hâte. On les soulève. Un souffle chaud s'échappe, comme si la maison respirait la mort. Un policier descend, lampe à la main. Ses bottes s'enfoncent dans une terre noire. Saturée. Et là, sous la pelle, quelque chose de mou. Quelque chose de trop humain. Un pied. Ensuite une jambe. Puis un tronc. Et enfin, un crâne. Position fétale. Ligoté. Enfoui dans le silence depuis des mois. Le policier vacille. L'équipe se fige. Personne ne parle. Parce que maintenant, ils savent. Ce n'est pas un crime. C'est un cimetière. Les fouilles s'enchaînent. Jour et nuit. Pelleteuse, sac mortuaire, gants, masques. On exhume un corps. Puis 2. Puis 5. Puis 29. Alignés dans des housses noires. Numérotés. Non identifiés. Jeunes. Trop jeunes. Sous la maison, un labyrinthe de souffrances. Des fosses communes. Des trous de fortune. Des corps superposés. Parfois imbriqués les uns dans les autres. Parfois incomplets. Le sol parle. Et ce qu'il dit, glace le sang. Pendant que les techniciens creusent, Gacy, en garde à vue, commence à parler. J'en ai mis d'autres dans la rivière. Le chiffre augmente. Pas 5. Pas 10. Mais au moins 33. Des garçons disparus. Oubliés. Mais la maison, elle, n'a rien oublié. La maison de banlieue, avec sa pelouse verte et ses volets blancs, n'est plus qu'un théâtre de l'horreur. Chaque recoin cache une promesse non tenue. Un avenir volé. Un nom rayé. Et pourtant, pendant des années, les gens ont ri avec lui. Ils l'ont applaudi. Engagé. Invité à leur fête. Personne n'a vu. Ou personne n'a voulu voir. La maison a parlé. Mais trop tard. Ils sont 33. Peut-être plus. Le chiffre n'est pas certain. Mais ce qu'il est, c'est qu'ils ont été là. Sous les pieds d'un monstre. Et sous l'indifférence du monde. Corps numéro 1, corps numéro 2, corps numéro 3. Les policiers travaillent sans relâche. Pelleteuse, pelle, gants, masques. L'odeur s'accroche à la peau, aux vêtements, aux rêves. La maison de John Wayne Gacy est devenue un champ d'ossements. Chaque jour, un nouveau sac mortuaire. Chaque nuit, une conférence de presse. Et les caméras. Toujours les caméras. Mais sous la lumière des projecteurs, les garçons restent dans l'ombre. Certains sont identifiés rapidement. Leur disparition avait été signalée. Mais ignorée. Parfois par les proches. Souvent par la police. On reconnaît un bracelet. Une dent en or. Des chaussures. Mais d'autres n'ont pas de nom. Seulement des os, un sexe, un âge estimé. On les appelle John Doe 26, John Doe 13. Comme s'ils n'avaient jamais été des fils, des frères, des amoureux. Robert Piest, 15 ans. Le dernier disparu. Celui dont la mère a refusé le silence. Celui qui a ouvert la trappe. Grégory Godzik, 17 ans. Engagé dans la société de Gacy. Son père avait signalé sa disparition. La police avait dit, fugue. John Butkovich, 18 ans. Indifférent avec Gacy. Retrouvé sous le garage.
Samuel Stapleton, Michael Marino, William Kindred, Darrell Sampson. Des dizaines d'histoires avortées. Des voix éteintes. Des regards arrachés au monde. Et ceux qu'on ne nomme jamais. Les corps sans visage. Trop abîmés. Trop anciens. Certains ont été enterrés il y a 5 ans. Le sol a tout absorbé. La chair. Les rêves. L'enfance. On essaie de reconstituer les silhouettes. Avec de la terre et de la mémoire. Mais la science n'a pas toujours de miracle. Et la justice encore moins. Les voix murmurent. Et pourtant, ils parlent. Dans le silence du sol retourné, les garçons murmurent. Pas avec des mots, mais avec des traces. Un fémur brisé. Un crâne défoncé. Un lien de nylon encore noué. J'ai souffert. Je n'ai pas compris. Pourquoi moi? Des cris gravés dans l'os. Pendant des années, ils étaient là. Sous les planchers, dans les fosses. Pendant que le monde tournait. Pendant que Gassi souriait en clown. Pendant que les voisins faisaient des barbecues. Et eux, sous la terre. À attendre. La presse s'emballe. Les noms défilent. Mais les visages? Flous. Oubliés. Il n'y a pas de stèle pour eux. Pas encore. Seulement des sacs noirs, posés côte à côte. Ils auraient dû aller au bal de promo. Conduire leur première voiture. Tomber amoureux. Mais ils sont devenus des chiffres dans un rapport. Des squelettes pour les archives. Elles viennent, une à une. Fatiguées. Abîmées. Certaines ont attendu des années. Sans réponse. On leur montre des objets. Des dents. Des restes de vêtements. Et elles doivent dire oui. Ou non. Reconnaître un fil, dans un tas de poussière humaine. C'est sa boucle de ceinture. Il avait une cicatrice ici, à la mâchoire. Et parfois, il n'y a rien à reconnaître. Rien du tout. Et maintenant, la maison sera détruite. Rasée. Écrasée. Mais le sol, lui, n'oubliera pas. Il garde les empreintes. Il garde les cris. Les enquêteurs clôturent les rapports. Les procureurs préparent les charges. Mais sous les titres chocs, il y a cette évidence insupportable. On aurait pu les sauver. Ils étaient jeunes. Ils faisaient confiance. Et on les a effacés. Mais sous la terre, leur voix résonne encore. La salle est pleine. Le regard des mères, figé dans le chagrin. Les flashs des photographes crépitent comme des coups de feu. Et au milieu de tout ça, un homme entre, menotté. Avec un demi-sourire au coin des lèvres. Comme s'il se rendait à un casting. John Wayne Gacy. Le clown. Le tueur. Le masque. Il s'installe dans le box. Il regarde la foule. Et il sourit. Nous sommes en février 1980. Le procès de John Wayne Gacy débute à Chicago. La presse l'a surnommé le procès du siècle. Et tout le pays retient son souffle. À la barre, 33 meurtres. Des jeunes garçons, violés, torturés, étranglés. Enterrés sous sa maison. Jetés dans la rivière des plaines. Mais Gacy ne se démonte pas. Il a préparé son rôle. Il enfile sa posture comme un costume. L'accusé devient acteur. Dès les premiers jours, le ton est donné. Gacy plaisante. Corrige les journalistes. Interrompt son avocat pour ajouter une anecdote. Il dit « J'ai toujours été un bon citoyen. Je suis un artiste. Pogo, c'était mon clown de scène. J'ai aidé mon quartier, j'ai embauché des jeunes. On me fait passer pour un monstre, mais je suis juste mal compris. » Le tribunal se crispe. La salle ne sait pas s'il faut rire ou vomir. Le contraste est trop fort. Un tueur en série qui fait de l'humour. Ses avocats plaident l'irresponsabilité mentale. Selon eux, Gacy est schizophrène. Il ne distingue pas le bien du mal. Il aurait agi sous l'emprise d'une autre personnalité. Pogo, peut-être. Ou une voix. Mais les faits sont trop nets. Les témoignages décrivent une méthode rodée. Des manipulations répétées. Des stratagèmes pour piéger, enfermer, violer, tuer. Des corps empilés, organisés. Des horaires, des trajets, des alibis montés. Pas de crise. Pas de confusion. Juste du calcul.
de la froideur, et une volonté d'échapper à tout. Les enquêteurs défilent à la barre. Ils racontent les corps déterrés, les sacs à gravats, les menottes retrouvées, les cordes, les taches de sang, les vêtements d'enfants. On présente les objets du crime comme dans une exposition. Et le public assiste à une mise en scène morbide. Gacy, lui, regarde, souvent sans émotion. Parfois il commente. « Ah, ce jean-là ? Je crois que c'était un des gamins ? Je ne me souviens plus du nom. » Il dit ça comme on parle d'un ancien colocataire. Certains ont échappé à la mort. Ils viennent, la voix tremblante, le regard fuyant. Ils racontent le tour de magie, les menottes, le changement de ton, la peur, la panique, la fuite, parfois miraculeuse. L'un d'eux, devenu adulte, dit « Il m'a dit que je pourrais gagner de l'argent. Il m'a fait entrer chez lui. Et puis, tout a changé. » Un autre, « Il a mis de la musique. Il m'a dit de danser. Puis il a sorti une corde. » Le silence dans la salle est glacial. Même les journalistes ne tapent plus. Le procès dure plus d'un mois. Un mois d'horreur. Un mois de témoignages, de photos, de reconstitutions. Un mois de tension. Puis vient le verdict. Le jury délibère seulement 2 heures. 2 heures pour dire ce que l'Amérique pense tout bas. Coupable. Sur toute la ligne. 12 condamnations à mort. 21 peines de prison à perpétuité. Une justice symbolique. Pour chaque voix qu'il a voulu faire taire. Mais même à l'annonce de sa condamnation, Gacy ne vacille pas. Il regarde les juges. Il sourit. Et il dit « Moi, je suis innocent. C'est la société qui est malade. » Puis il est emmené vers une cellule, vers le couloir de la mort. Mais pour lui, ce n'est pas la fin. Depuis sa prison, il écrira des lettres. Il répondra aux fans. Il vendra des tableaux de pogo. Il donnera des interviews. Il dira « Je suis un bouc émissaire. Je suis juste un homme avec une âme d'artiste. » Et personne n'oubliera son sourire. Celui qui ne s'effaçait jamais. Même face à la mort. La cellule est étroite. Pas plus large qu'un cercueil vertical. Un lit de métal, un lavabo, une table. Et, accrochés au mur, des visages. Colorés. Grotesques. Souriants. Des clowns. John Wayne Gacy, numéro d'écrou c'est 77D86, est désormais un pensionnaire du couloir de la mort à Menard Correctional Center, Illinois. Il y restera 14 ans. 14 années à attendre que l'État appuie sur le bouton. Mais Gacy ne semble pas craindre la fin. Il occupe ses journées à peindre. Ses sujets favoris ? Des crânes. Des autoportraits de Pogo le clown. Des ballons. Des enfants heureux. L'horreur en acrylique. Il répond aussi aux lettres. Des centaines. Peut-être des milliers. Des curieux. Des journalistes. Mais surtout, des fans. Certaines lettres sont amoureuses. D'autres admiratives. Et Gacy, toujours joueur, signe ses réponses. À bientôt, Pogo. Il écrit avec soin. Avec humour. Avec cette ironie cruelle de celui qui sait qu'il fascine. Ces toiles, vendues à des collectionneurs macabres, se négocient à prix d'or. Une vente aux enchères, un documentaire télé, une rumeur de malédiction attachée à ces clowns, tout ce qui touche Gacy devient rentable. Ses victimes, elles, non ni galerie, ni micro. Juste des dalles anonymes. Et des familles qui tentent d'oublier les visages dans les rêves. Pendant ces 14 années, les appels s'enchaînent. Ses avocats plaident des vices de procédure, des irrégularités, des problèmes psychiatriques non pris au sérieux. Gacy les encourage parfois, puis s'en moque. C'est pas moi qui vais les supplier. S'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent. Moi, j'ai du travail. Son travail, c'est de peindre l'enfer avec des pinceaux d'enfant. À plusieurs reprises, il donne des interviews. Dans certaines, il nie tout. Dans d'autres, il se vante. Il parle de ses œuvres. De la prison. De la société. Des politiciens, de la morale, de la religion. Je suis un miroir.
Vous voyez en moi ce que vous voulez fuir. Pogo? C'est juste un personnage. Je suis un homme normal. Je n'ai jamais tué personne. Les médias m'ont inventé. Mais personne ne le croit. Pas vraiment. Et pourtant, ils l'écoutent. Chaque année, le 13 décembre, les familles allument des bougies. Certaines pleurent encore. D'autres refusent de prononcer son nom, pour ne pas lui donner plus de place qu'il n'en a déjà prise. Mais à chaque commémoration, un journal télé diffuse son visage. Un article relance ses tableaux. Un collectionneur met en vente une carte signée Pogo. Et le nom de Gassi revient dans les foyers. Comme une tache de sang qu'on n'arrive jamais à laver. Dans sa cellule, Gassi lit, dessine, écrit. Il mange peu. Parle au gardien. Il rit encore. Il est devenu une ombre célèbre. Une anomalie judiciaire. Une bête enfermée que l'on expose à travers les barreaux. Mais les autres détenus, eux, n'oublient pas. Dans le couloir de la mort, les murmures courent. On dit qu'il ne dort jamais. Qu'il parle seul, la nuit. Qu'il rejoue ses crimes en silence. Certains ont peur de croiser son regard. D'autres veulent sa mort plus vite que la justice. Mais Gassi reste. Immobilisé dans un monde qui tourne sans lui. Et pourtant, toujours présent. Toujours plus vivant que ceux qu'il a enterrés. Finalement, l'État de l'Illinois fixe une date. Le 10 mai 1994. John Wayne Gacy sera exécuté par injection létale. Il reçoit la nouvelle avec un haussement d'épaule. J'espère qu'ils mettront du rouge sur les aiguilles. Ce serait plus festif. Son humour noir, jusqu'au bout. Comme un crachat au visage de ceux qui attendent sa fin. Dans la cellule numéro 3 du couloir nord, les clowns le regardent encore depuis les murs. Silencieux. Souriant. Terrifiant. Mais bientôt, ils n'auront plus de main pour les peindre. Le 10 mai 1994. Le soleil se lève doucement sur le pénitencier de Stateville Correctional Center, en Illinois. La brume du matin se dissipe lentement. Comme si même la nature savait que quelque chose allait disparaître aujourd'hui. John Wayne Gacy va mourir. Et pour une fois, il le sait. Il se lève tôt. Il plaisante avec les gardiens. Il demande son dernier repas. Une douzaine de crevettes frites. Un seau de poulet du colonel Sanders. Des frites. Une fraise. Un festin d'enfants dans le corps d'un monstre. Il mâche lentement. Il savoure. Pas un mot sur ses victimes. Pas un regard vers les familles qui attendent. 19 heures. Les témoins prennent place. Dans une pièce voisine, derrière une vitre. Journalistes. Avocats. Familles. Officiers. Certains prient. D'autres serrent les dents. Personne ne parle. De l'autre côté, Gacy est allongé. Poignets attachés. Bras tendus. Les aiguilles sont prêtes. 3 produits. Un pour l'endormir. Un pour paralyser les muscles. Un pour arrêter le cœur. Une mécanique froide. Propre. Presque trop propre. Le directeur de la prison lui demande. Avez-vous un dernier mot? Gacy sourit. Pas un rictus nerveux. Un vrai sourire. Celui du sarcasme. Et il dit, Kiss my ass. Pas une excuse. Pas un mot pour les familles. Juste un crachat verbal, jeté à la face de tous. La salle reste figée. Certains pleurent. D'autres serrent les poings. Mais tous entendent la même chose. Il part comme il a vécu dans le mépris. L'injection commence. Le produit entre dans ses veines. Il ferme les yeux. Son corps se détend. 10 minutes. Pas un cri. Pas un geste. À minuit 58, le médecin déclare le décès. Le clown est mort. Mais ce n'est pas une fin. C'est le début d'un autre cycle. Car Gacy laisse derrière lui 33 jeunes hommes et garçons assassinés, dont plusieurs jamais identifiés. Un charnier sous une maison de banlieue. Des œuvres vendues à prix d'or. Des interviews glaçantes. Des fans. Oui, des fans. Et surtout, une trace indélébile dans la mémoire collective. Il devient un personnage. aka. Un objet d'étude. Un produit de pop culture. Des années après sa mort, on le retrouve. Dans des documentaires. Dans des films d'horreur.
dans des romans policiers, dans des podcasts macabres. Le public le surnomme encore le clown tueur, le boucher de Chicago, Pogo. Mais jamais John. Jamais humain. Car c'est plus facile comme ça. Moins dérangeant. Moins dangereux que d'admettre que le monstre était un voisin. Un entrepreneur. Un homme affable. Un clown bénévole dans les hôpitaux. Son corps n'a pas reçu d'hommage. Il est incinéré dans l'anonymat. Ses cendres n'ont jamais été officiellement dispersées. Aucune pierre tombale. Aucun monument. Juste une disparition. Et pourtant, il est encore partout. Dans les mémoires. Dans les récits. Dans les cauchemars. On dit parfois aux enfants, n'aie pas peur. Les monstres ne sont que dans les bois. Mais Gacy n'est jamais sorti des forêts sombres. Il est resté dans les rues calmes. Dans les banlieues propres. Dans les fêtes d'anniversaire. Il offrait des ballons. Il faisait des grimaces. Il faisait rire. Puis il emmenait dans sa maison. Et il creusait. Le clown est mort. Mais pas la peur. Pas l'obsession. Pas le vide. Il a laissé un avertissement silencieux. Le mal ne porte pas toujours un masque. Parfois, il le peint sur son visage. Avec des couleurs vives. Et un nez rouge. Et il attend. Il sourit. Et il tend un ballon. Le rideau est tombé. Le dernier rire s'est tu. John Wayne Gacy n'est plus. Mais son ombre, elle, continue de hanter les couloirs du souvenir. Car ce n'était pas un monstre venu d'ailleurs. Pas une bête sauvage ni un tueur masqué. C'était un voisin. Un employeur. Un clown dans les hôpitaux. Et c'est là que réside toute l'horreur. Le mal a parfois un visage peint, un rire forcé et une maison trop bien rangée. Merci d'avoir écouté Crime pour les somnambules. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, dans l'obscurité, certains monstres n'ont jamais vraiment disparu. Bonne nuit.